Indépendance totale. 7h, 10h sur Radio Courtoisie, ligne droite, Corentin Périni. Alors le New York Times, c'est un journal américain, plutôt démocrate, c'est une véritable référence dans les médias dits de grand chemin. Et le New York Times affirme dans un article paru dimanche dernier que la CIA finance et équipe 12 bases ukrainiennes à la frontière avec la Russie. Alors depuis la révolution de Maïdan en 2014 et le renversement d'un gouvernement plutôt pro-Kremlin, les Américains ont commencé à mettre leur nez dans les affaires ukrainiennes. La CIA et le SBU, donc les services de renseignement ukrainiens, se seraient rapprochés, un partenariat plus que fructueux car des informations capitales se sont échangées entre les deux camps. On va en parler avec Nicolas Mirkovitch ce matin. L'article révèle notamment que la CIA a aidé l'Ukraine dans des opérations commando secrètes, mais aussi dans les localisations des bases militaires russes. De plus, on apprend aussi que William Burns, directeur de la CIA, s'est rendu en Ukraine ce jeudi, et ce pour la 10e fois consécutive depuis le début de la guerre. Alors, quel est le véritable rôle de la CIA dans ce conflit ? Pourquoi ce tabou est aujourd'hui brisé ? Pour en parler ce matin, nous sommes avec Nicolas Mirkovitch. Bonjour Nicolas Mirkovitch. Bonjour. Vous êtes analyste des géopolitiques européennes et américaines. Vous êtes auteur de Martyrs du Kosovo, Bienvenue au Kosovo, les éditions du Rocher, et L'Amérique Empire aux éditions Temporis. On vous a reçu pour ce livre. D'ailleurs, l'interview est disponible sur notre chaîne YouTube. Alors, avant de parler de la CIA et de cet article du New York Times, je voulais revenir évidemment sur Emmanuel Macron, qui a affirmé que l'envoi des troupes occidentales sur le sol ukrainien ne pouvait être exclu. Il a affirmé « Nous ferons tout ce qu'il faut pour que la Russie ne puisse pas gagner cette guerre ». Gabriel Attal, lui, a affirmé que personne ne savait où la Russie s'arrêtera. Il affirme que la Russie a choisi aujourd'hui de s'en prendre à la France. Gérald Darmanin aussi a dit la Russie est le principal ennemi de la France. Donc la Macronie aujourd'hui est complètement anti-russe. Gérald Darmanin, il a violemment attaqué Marine Le Pen. C'était à l'Assemblée nationale hier. Je vous propose de l'écouter. Madame Le Pen, quand on regarde les positions qui sont les vôtres, qui ont été les vôtres, Madame Le Pen, vous défendiez une alliance militaire avec la Russie. Pas il y a 10 ans, pas il y a 5 ans, il y a seulement 2 ans, c'était dans votre programme pour l'élection présidentielle. Si vous aviez été élu en 2022, Madame Le Pen, on ne serait pas en train de fournir des armes aux Ukrainiens pour se défendre, on serait en train de fournir des armes à la Russie pour écraser les Ukrainiens. C'est ça la réalité, c'était dans votre programme. Voilà, si vous aviez été élu, on donnerait des armes aux Russes, et il se demande même si les troupes de Vladimir Poutine ne sont pas déjà dans notre pays. Alors pourquoi il y a un tel regain contre la Russie de la part du gouvernement d'Emmanuel Macron aujourd'hui, Nicolas Mirkovitch ? Ça, on frôle l'hystérie, c'est de la paranoïa. N'oublions pas qu'Emmanuel Macron, il y a encore quelques temps, défrayait la chronique en rappelant que juste que la Russie faisait partie du continent européen, qu'il allait falloir un jour ou l'autre négocier avec la Russie. Il avait même dit qu'on ne pouvait pas construire l'Europe sans la Russie. Et maintenant, le président en même temps, nous dit que la Russie va nous attaquer. Alors et même, il y avait donc toute cette séquence aussi où on voyait donc Emmanuel Macron parler au téléphone à Vladimir Poutine. C'était au début de la guerre, il voulait le rassurer, en tout cas il voulait peser, il voulait dialoguer. Là aujourd'hui, la Russie est le principal ennemi de la France, il nous dit. Exactement, il voulait dialoguer, il voulait être l'homme fort de l'Europe, capable de négocier avec Vladimir Poutine. Et puis on se souvient aussi qu'il avait dévoilé une conversation secrète, ce qui ne se fait absolument pas à la presse, où il a laissé dévoiler, où ses services l'ont fait à son insu, on ne sait pas, ce qui a aussi fait pas mal de mal dans les relations. C'est un changement de cap, ça c'est certain. J'ai l'impression qu'Emmanuel Macron aujourd'hui veut être le meilleur élève de Washington en Europe aujourd'hui. On sait qu'on a globalement des gouvernements atlantistes, c'est-à-dire dans l'Union européenne, et l'Union européenne elle-même, von der Leyen, et ses acolytes sur la même ligne. C'est-à-dire que ce sont des pays ou des gouvernements qui pensent que les États-Unis doivent rester le centre du monde, que les États-Unis donnent le tempo et que nous devons nous aligner sur la politique américaine. C'est la politique atlantiste, c'est ce que les États-Unis ont mis en place après la Deuxième Guerre mondiale. Zbigniew Brzezinski, un des plus grands penseurs de la politique étrangère américaine, dit que l'Europe de l'Ouest, l'Union européenne, est globalement un protectorat américain. Et Emmanuel Macron, aujourd'hui, n'ayant pas réussi à négocier avec Vladimir Poutine, aujourd'hui, veut être la tête de pont des bons soldats américains et être plus royaliste que le roi, et donc quasiment plus anti-russe que ne l'est Biden et son administration aujourd'hui. C'est assez inquiétant parce qu'on se demande dans quel intérêt
Pourquoi est-ce que le président français fait ça? Quels sont les intérêts de la France qui seraient si menacés que cela puisse justifier une rhétorique aussi violente? Emmanuel Macron le disait encore il y a peu de temps, la Russie fera toujours partie du continent européen un jour ou l'autre. Il va falloir trouver un dialogue, il va falloir signer un accord de paix, un traité de paix. Ce type de discours ne peut que mettre de l'huile sur le feu. Sachant qu'il faut voir quelles sont nos mesures, qu'est-ce qu'on peut faire. L'armée française n'est plus que l'ombre d'elle-même. Si des troupes françaises devaient arriver demain en Ukraine, c'est l'armée ukrainienne qui devrait les former. N'oublions pas que la pratique des guerres de tranchées, nous ne savons plus ce que c'est une guerre d'attrition de cette intensité. Nous ne savons plus ce que c'est. Donc on n'a pas les moyens. On pourrait évidemment envoyer certaines troupes commando, des armes sophistiquées que nous seuls savons manipuler, mais tenir ce genre de discours, c'est assez, enfin, c'est dommage pour la France. Et d'ailleurs, il n'a pas reçu enfin en tout cas de soutien de la part de la communauté internationale. Donc Washington, Londres, même Berlin. Donc Monsieur Scholz qui quand même s'est opposé à cet envoi. Voilà pour le beau couple franco-allemand. Il n'a pas reçu de soutien. Donc c'est vraiment une déclaration en l'air. Comment il a pu dire ça, Emmanuel Macron? C'est inquiétant parce qu'en effet, il a été désavoué publiquement par ses pairs. Jens Stoltenberg, le secrétaire général de l'OTAN, a dit qu'il n'y aura pas, pour l'instant, il n'est pas prévu de mettre des troupes au sol. C'est ce qu'a dit Olaf Scholz, c'est ce que dit même la Grèce a désavoué. Enfin, excusez, je n'ai pas de mépris pour les Grecs, mais c'est pas un grand pays militaire en Europe aujourd'hui. Ils ont désavoué Emmanuel Macron. C'est dangereux. Pour qui travaille exactement Emmanuel Macron? Au nom de qui parle-t-il? Il ne défend pas nos intérêts, bien au contraire, et envoyer des troupes éventuellement au sol ferait de nous des belligérants encore plus flagrants que nous le sommes aujourd'hui, parce qu'on est déjà malheureusement belligérants dans cette guerre. Et c'est inquiétant parce qu'il y aura des répercussions. Penser qu'on peut continuer comme ça à financer l'Ukraine, à envoyer des armes, envoyer des milliards. On a débloqué encore 3 milliards. On n'a pas d'argent pour les paysans, on n'a pas d'argent pour les hôpitaux, on n'a pas d'argent pour les écoles, on n'a pas d'argent pour l'éducation. Mais on a ces dernières années 7 milliards quasiment d'euros pour la guerre en Ukraine. 13 milliards en tout, le budget européen, plus le budget qu'a promis Emmanuel Macron, 3 milliards d'euros, d'ailleurs sans passer par le Parlement. Et aujourd'hui, grâce notamment à une demande, enfin en tout cas de notre ami Alain Houpert et Nicolas Dupont-Aignan, ce budget de financement, de soutien à l'Ukraine va passer devant le Parlement, Dieu merci. Je voulais revenir, et puis on peut penser notamment que c'est en fait seulement une opération de com pour faire contre-feu par rapport à la séquence désastreuse d'Emmanuel Macron au Salon de l'Agriculture. Je voulais revenir sur le New York Times qui a affirmé donc 12 bases ukrainiennes à la frontière avec la Russie auraient été financées et équipées par la CIA pour contrôler la zone. Il traque des satellites espions, il traque les conversations entre les commandants russes. Alors que nous révèle véritablement cet article du New York Times et quel est l'intérêt de la CIA finalement à aider l'Ukraine? Alors, c'est un pavé dans la mare pour le grand public et ça a été repris par pas mal de presse, même par des médias dominants français qui d'habitude balayent ce genre d'informations sous la moquette. L'article dit donc, suite à l'interview de plus de 200 personnes, que la CIA est présente en Ukraine depuis le coup d'État de 2014 du Maïdan. Je le dis dans mon livre, Le chaos ukrainien. Un mois après, ou quasiment un peu plus d'un mois après, George Brennan, qui est le patron de la CIA, débarque à Kiev, il reprend en main le service de renseignement ukrainien, et cet article nous dit que non seulement il était venu reprendre, il ne dit pas qu'il a repris en main, ils sont plus subtils que ça, mais que la CIA a financé 12 bases de renseignement sur la frontière russe avec des Ukrainiens dont le but était d'espionner la Russie. D'espionner la Russie, de récupérer des informations, il donne une liste d'informations extrêmement confidentielles que ces bases ont récupérées auprès de des Russes, notamment des informations sur la flotte de la mer Noire, des informations sur le nouveau design des sous-marins nucléaires russes. Il explique aussi, cet article, que la CIA a formé des militaires ukrainiens pour des opérations commando. Alors, ils disent que c'est des opérations commando défensives. C'est un concept. Ils ne voulaient surtout pas que les Ukrainiens s'en servent pour des opérations agressives. Ils ne voulaient pas qu'ils attaquent, qu'ils tuent. Mais défensives, mais des opérations qui parfois sont de l'autre côté de la frontière ukrainienne. Enfin, avec Exactement. La Russie, enfin, en terre russe. Exactement. Donc, la CIA a formé, et c'est ça ce qui est important, avant 2022, avant l'invasion russe. Depuis plus de 8 ans, la CIA
finance des commandos qui vont de l'autre côté de la frontière, qui vont en Russie mener des opérations commando. Et ils disent dans l'article, évidemment, quand ces opérations commando deviennent létales, tuent des personnes, la CIA tapée sur les doigts et menacée d'arrêter les subventions. Les Ukrainiens continuent et l'article dit vraiment dans l'ordre que les relations ont été renforcées. Donc c'est assez incroyable parce que ça apporte de l'eau au moulin de Vladimir Poutine qui dit lui va parler de dénazification de l'Ukraine, mais ça c'est un terme qui parle aux Russes, mais qui va moins nous parler, même s'il y a un vrai danger, une résurgence de l'idéologie nazie, et il y a des bataillons clairement nazis dans l'armée ukrainienne aujourd'hui, c'est que les États-Unis, quand ils ont monté, organisé et financé le coup d'État de Kiev, derrière, ont voulu faire de l'Ukraine un pays anti-russe. Ça, c'est la rhétorique de Vladimir Poutine que cet article de New York Times vient de confirmer, puisque la CIA a financé des bases qui ont espionné, qui ont formé des soldats ukrainiens à organiser des opérations commando avant 2022. Est-ce que la Russie pouvait rester insensible à ces bases qui espionnaient toutes les conversations qui récupéraient des informations et qui en plus envoyaient des commandos en Russie attaquer des Russes? Voilà ce qu'écrit cet article du New York Times. Et qui est assez incroyable parce que le New York Times, c'est pas véritablement, on va pas dire que c'est un journal complotiste, mais avant c'était complotiste de le dire. C'est-à-dire notamment Régis Le Sommier, qui est notre partenaire du mardi, a affirmé qu'il était allé en Ukraine. C'était pour le Figaro Magazine. Il avait vu donc dans un centre de recrutement de la Légion ukrainienne un instructeur américain qui dirigeait un petit peu la section de volontaires. Et à ce moment-là, c'était complètement tabou de dire il y a bien des instructeurs américains. Les soldats ukrainiens sont bien financés et formés par les États-Unis. C'était tabou. Pourquoi aujourd'hui ce n'est plus un tabou? Alors, je pense que cet article est un article, c'est un billard à trois bandes. Il y a plusieurs informations. Je pense qu'en effet, il lâche l'information parce que souvent les Américains ne se cachent pas toujours de ce qu'ils font. Dans mon livre L'Amérique Empire, je relève pas mal d'informations qu'on peut aller chercher parfois comme une aiguille dans une botte de foin, mais qu'on peut retrouver parce que les Américains, ils ont une politique aussi interne qui permet aux citoyens américains de demander à dévoiler des informations qui étaient confidentielles à une époque, de passer un certain délai. Les Américains lui disent voilà ce qu'on a fait. Je pense aussi que dans cette période électorale, le message sous-jacent, c'est de dire que attention, si demain, d'ailleurs c'est comme ça que l'article se termine, si Donald Trump venait au pouvoir, peut-être que la CIA devrait se retirer de ce type d'opération, on aurait à abandonner nos amis ukrainiens. Il y a un petit peu ce type de message qui est un peu un appel au public pour les sensibiliser sur le fait qu'il est important de soutenir cette campagne-là, parce qu'évidemment, quand la CIA intervient dans un pays, c'est pour la liberté, c'est pour les droits de l'homme, c'est pour tout ça. Ça, c'est le message sous-jacent. Pour autant, les informations qui sont révélées montrent au monde entier que les États-Unis étaient bien en train de transformer l'Ukraine en pays anti-russe sur la frontière russe et en récupérant des informations confidentielles russes qu'aucun pays ne peut accepter. Si demain, sur la frontière française, il y avait un pays étranger qui était présent avec des bases, qui espionnait tous nos faits et gestes, qui récupéraient nos informations, eh bien, je pense qu'on serait mal en point. Alors, évidemment, les États-Unis le font, mais ça, c'est une autre histoire. J'en reviens au début de notre conversation. Ils nous ont vassalisés. Oui, donc c'est finalement l'Ukraine est véritablement pas une zone tampon, mais en tout cas l'avant-garde des États-Unis en Europe. Merci à vous, Nicolas Mirkovic, pour cette analyse de cet article. Je rappelle le titre de votre livre, vous l'avez dit, L'Amérique Empire aux éditions Temporis, et puis Bienvenue au Kosovo aux éditions du Rocher et Martyrs du Kosovo aux éditions Picolec. Merci à vous et à très vite sur notre antenne.